suis Evelyne Petrus-Barry, je suis guadeloupéenne et guinéenne, qui est ma nationalité acquise au cours de ma vie d'afro-descendante, durant laquelle j'ai essentiellement travaillé dans les organismes internationaux, Amnesty International et pendant de très nombreuses années l'Organisation des Nations Unies. Aujourd'hui, je viens de prendre ma retraite des Nations Unies et je viens d'être nommée membre du groupe de travail sur les droits des personnes d'ascendance africaine du Conseil des droits de l'homme des Nations Unies. Et je suis très contente de cette nomination parce qu'elle va me permettre de me consacrer à l'amélioration des conditions de vie, à l'amélioration des droits politiques, économiques, sociaux, culturels des personnes d'ascendance africaine où qu'elles se trouvent dans le monde. Et nous sommes 300 millions. Le travail que je veux faire, c'est vraiment d'aider les personnes d'ascendance africaine où qu'elles se trouvent à se rencontrer, d'aider l'Afrique et les personnes d'ascendance africaine à dialoguer et à travailler ensemble à leur développement. Il faut que notre histoire soit écrite par nous, Africains et personnes d'ascendance africaine. Il faut que notre histoire commence là où elle a commencé, l'Afrique étant le berceau de l'humanité, et ne commence pas lorsque nous sommes descendus d'un bateau ou lorsque nous avons été arrachés à une terre. Il faut que les Africains et les Antillais et afro-descendants globalement connaissent cette histoire, la reconnaissent, que nous ayons des mémoriaux qui soient les nôtres, qui soient décidés par nous, qui aient un contenu que nous ayons décidé et que nous travaillons ensemble à notre développement. Mon premier, je dirais, contact personnel avec l'Afrique, ça a été un film sénégalais Kiedo, que j'étais allée voir à la cité universitaire. Et là, il y a eu un débat et c'était ma première rencontre avec des étudiants africains. Et les premières discussions politiques et les premières discussions identitaires, c'était à la cité universitaire ici à Paris. Et avec les étudiants africains, je découvrais une nouvelle dimension. Mais je découvrais aussi qu'on était peut-être plus proche de nos origines qu'on ne le pensait et que nos origines avaient peut-être plus d'importance qu'on ne leur en avait donné. Et donc, j'ai commencé à chercher. Bon, il se trouve que j'ai aussi rencontré mon mari, qui est de la Guinée, qui est Peul de la Guinée, et qui était, lui, un exilé du régime Sékou Touré. J'ai cherché par le biais des Africains américains, ensuite j'ai cherché en faisant des études, ensuite j'ai cherché aux États-Unis, ensuite j'ai cherché en Afrique, ensuite. Je ne crois pas avoir trouvé encore. Je ne sais pas si j'ai trouvé. Et je ne sais pas si je trouverai jamais. Je crois que chacun a son cheminement et que chacun cherche les voies qui lui sont propres. Certaines personnes ne voyagent pas du tout, mais se mettent à écrire. D'autres personnes font de la musique, d'autres personnes se mettent le nez dans le sable et mettent au boulot dodo pour pouvoir survivre. Chacun trouve sa façon de survivre. Et ma façon de survivre, ça a été ça. Marie-Evelyne Petrus-Barry, ancienne fonctionnaire internationale des Nations Unies, bonjour. Bonjour, merci de me recevoir. Merci d'accepter cette invitation entre deux avions. Difficile de vous avoir. À la retraite, certes, mais toujours en activité, la preuve. Vous êtes membre aujourd'hui du groupe d'experts indépendants du Conseil des droits de l'homme de l'ONU sur les droits des personnes d'ascendance africaine. C'est ce que l'on va retenir. Hein, voilà, vous êtes membre de cette entité sur les droits des personnes d'ascendance africaine et vous nous direz ce qu'il en est effectivement, concrètement. Vous êtes également l'une des organisatrices, en tout cas invitée d'honneur officielle du mois de l'Afrique du 2 février au 3 mars en Guadeloupe, votre île natale, d'ailleurs. En quoi consiste tout d'abord votre travail sur les droits des personnes d'ascendance africaine en tant que membre de cette organisation ? Peut-être je pourrais déjà indiquer que le groupe des personnes d'ascendance africaine est né de la conférence contre le racisme, la discrimination raciale et l'intolérance qui est associée de Durban. C'est un outil de Durban qui a été créé en 2002 et le rôle qui est le nôtre aujourd'hui, c'est un mandat qui a été révisé par les Nations Unies à plusieurs reprises, c'est de travailler avec les États à l'éradication de la discrimination raciale vis-à-vis des personnes d'ascendance africaine, de proposer des solutions pour promouvoir et aider à réaliser les droits des personnes d'ascendance africaine où qu'elles se trouvent de par le monde, environ 300 millions de personnes disséminées sur les 5 continents. C'est pas énorme en plus.
J'ai été surpris de ce chiffre. Je pensais nous étions plus nombreux, 300 millions. Mais bon, c'est un recensement... c'est un recensement qui n'est pas complètement exhaustif, mais on entend dans ce cas, quand on parle des 300 millions par personne d'ascendance africaine, les personnes qui ont été déportées d'Afrique et amenées ailleurs et mises en esclavage, soit par le biais de la traite arabo-musulmane, qui dure encore, malheureusement, soit par le biais de la traite transatlantique. Donc, la Caraïbe, les États-Unis, le continent américain, en grande partie, c'est principalement... L'Inde, 800 millions. 800 000, pardon. Ouais. C'est principalement ces gens-là. C'est pas, du coup, les Africains. Alors, il y a une définition de l'Union africaine sur qui sont les personnes d'ascendance africaine. Et l'Union africaine dit que les Africains vivant hors de l'Afrique depuis 3 générations sont d'ascendance africaine. Mais je crois qu'il ne faut pas faire ces amalgames. En fait, ce qu'on veut, c'est travailler tous ensemble, parce que les questions qui touchent les personnes d'ascendance africaine sont en fait les mêmes, avec les mêmes raisons, avec les mêmes biais, avec les mêmes stéréotypes, avec les mêmes préjugés que celles qui touchent les migrants africains d'aujourd'hui. Donc je pense qu'il est important de travailler sur les droits, et de travailler sur les droits des personnes, d'où qu'elles viennent, où qu'elles soient, et d'ascendance africaine plus particulièrement. Ça, c'est le travail du groupe. Et on a un rôle de conseiller vis-à-vis des États, on a un rôle d'appui à la mise en œuvre, d'appui au développement de législation, un travail ensemble à grande échelle avec toutes les bonnes volontés. Et toutes les bonnes volontés pour discuter de toutes les questions, y compris de la question des réparations, qui n'est pas une question qui va disparaître, qui est une question qui, au contraire, engage de plus en plus de personnes. Et si cette question n'est pas discutée, on va arriver à des mouvements difficiles, et c'est ce qu'on veut pas. Ce qu'on veut, c'est trouver un consensus pour gérer toutes ces questions mémorielles, ces questions de réparation, ces questions de droit et de développement. Parce qu'en fait, le réel problème qui se pose, c'est l'accès aux droits les plus élémentaires prônés par la Déclaration universelle des droits de l'homme, dont c'est le 70e anniversaire cette année d'ailleurs, qui ne sont pas atteints par les personnes d'ascendance africaine, auxquelles elles n'ont pas accès, même quand les pays ont signé les conventions des droits de l'homme par rapport à ces droits, tels que la Convention des droits de la femme pour la France, la Convention contre le racisme pour la France. En principe, les droits des personnes d'ascendance africaine devraient être intégrés, mais elles ne le sont pas. D'accord. Un travail qui doit se faire donc dans ces zones d'ascendance africaine que l'on a définies, et aussi ici, en France. Bien. En France, il y a une grande population d'ascendance africaine. Oui. En Europe, en dehors... Que faire? Qu'est-ce qui serait intéressant de faire pour faire évoluer justement les choses, ces directives-là que vous vous êtes fixées, tous ces membres? Ces directives, elles sont fixées par une résolution des Nations Unies, résolution qui a déclaré la décennie des personnes d'ascendance africaine, qui va de 2015 à 2024. Et cette décennie, c'est une opportunité énorme pour gérer les questions d'accès aux droits des personnes africaines, pour entamer un dialogue avec les États et pour que toutes les personnes d'ascendance africaine ou pas travaillent ensemble pour gérer cette question de mémoire, d'histoire, de réhabilitation d'une histoire qui a été volée, de réhabilitation d'une histoire telle qu'elle s'est réellement passée. En fait, que ce soit les personnes d'ascendance africaine qui expliquent leur histoire, qui la vivent, qui aident à l'éducation globale quant aux personnes d'ascendance africaine. Et puis le deuxième volet, c'est la question de la justice. Et le troisième volet, c'est la question du développement. En quoi il est nécessaire que ce travail ait lieu et se fasse, justement, avec tout le monde? Bien, écoutez, on va partir de la Déclaration universelle des droits de l'homme, qui promeut les droits égaux pour tous. L'article 1, nous sommes tous nés égaux en droit et en devoir. Mais il y en a qui sont plus égaux que d'autres, pardon. Et donc, si nous voulons que le monde soit en paix, je pense que pour que le monde soit en paix, il faut que tout le monde ait accès à ses droits. Il faut que tout le monde puisse avoir accès à une éducation égalitaire, que tout le monde ait accès à la justice, que tout le monde soit traité par la justice de manière égale, etc., etc. Et que le développement puisse toucher les afro-descendants où qu'ils se trouvent de la même manière qu'il touche les autres personnes
qui vivent dans les pays où vivent les afrodescendants. Est-ce qu'il y a des régions plus en urgence que d'autres pour faire respecter ces différents droits et effectuer ce travail? Il y a des régions qui nécessitent davantage d'efforts? Écoutez, je dirais que toutes les régions où se trouvent les afrodescendants sont en urgence. Sont en urgence, pourquoi? Parce que il s'agit de l'imaginaire que la population a par rapport à l'identité des afrodescendants. Vous voyez les questions de blackface qui arrivent partout en Europe, les préjugés raciaux, les brutalités policières, les stéréotypes. Ça, on le retrouve partout. Ça, on le retrouve partout où se retrouvent des afrodescendants, même dans les pays où ils sont majoritaires. Donc, tout est en urgence. Les incarcérations de masse, elles sont aux États-Unis, mais elles sont aussi au Brésil. Les violences policières, elles sont en France et elles sont aussi au Brésil. Trinidad est le pays avec le plus grand nombre de personnes qui sont actuellement dans les couloirs de la mort, etc., etc. Haïti est en urgence de droits de l'homme permanente pour des raisons d'embargo et d'autres raisons que nous connaissons. Donc, je pense pas qu'il y ait une région où se trouvent les personnes d'ascendance africaine qui soit moins en urgence que d'autres. En Inde, les Sidis de l'Inde sont des populations oubliées qui vivent dans une extrême pauvreté et qui, eux, ont été les victimes de la traite arabo-musulmane. Ça semble être quelque chose, un chantier colossal. Dans lequel beaucoup ont déjà énormément tenté de faire. Qu'est-ce que l'ONU, par lequel vous êtes détaché, va procéder? Écoutez, l'ONU, c'est un organisme normatif. Et les organismes normatifs travaillent pour développer la législation. Et la législation rend les États et les communautés redevables. Donc, un des éléments, il y a beaucoup de choses sur lesquelles on va travailler, parce que le groupe fait des visites de pays à l'invitation des États, et on aimerait bien que la France accepte une invitation du groupe de travail. Ce n'est pas le cas. Pour l'instant, pas encore. Mais au-delà de ça, nous allons commencer à travailler avec les États sur une déclaration internationale des droits des personnes d'ascendance africaine. Dans d'autres domaines, par exemple, pour les populations... Excusez-moi, c'est possible de faire une déclaration dans une déclaration qui est celle de l'article 1, où nous sommes tous égaux? On peut... Non, ça, c'est la Déclaration universelle des droits de l'homme. Mais quand on n'arrive pas, avec, par exemple, la Déclaration universelle des droits de l'homme, à s'assurer que toutes les personnes accèdent à leurs droits, on parle maintenant de groupes spécifiques. Et à partir du moment où les pays adhèrent à ces conventions, à ces standards internationaux, ils sont obligés de les faire respecter. Et pour les personnes d'ascendance africaine, cette convention spécifique n'existe pas. Et il faut d'abord passer par une déclaration qui serait signée par tous les États membres de l'ONU et qui permettrait de travailler aux droits des personnes d'ascendance africaine. L'une des premières choses à faire. Peut-il y avoir un lien entre justement un lien économique, un lien entre justement l'acceptation de ce que vous énonciez à l'instant et un pouvoir entre guillemets économique? Est-ce que aider les personnes de descendance africaine doit faire partie aussi de votre mission, de vos missions? Bien sûr, parce que nous travaillons avec les objectifs de développement durable. Et dans les objectifs de développement durable, il y a le droit à un revenu décent. Ça veut dire travailler avec les personnes d'ascendance africaine pour les aider à avoir accès à la terre là où elles y ont droit. Et au Brésil, il y a des initiatives relativement intéressantes pour s'assurer qu'elles ont les mêmes options au niveau de l'éducation et donc ensuite au niveau de l'entrepreneuriat pour pouvoir développer des emplois décents et développer des entreprises viables. Je vis actuellement en Afrique du Sud et la grande lutte en Afrique du Sud, c'est nous avons obtenu la démocratie il y a 20 ans. Mais maintenant, nous devons avoir un pouvoir économique parce que c'est la seule façon pour nous de nous développer. Et c'est ce que dit un des partis politiques qu'on appelle IFF, Economic Freedom Fighters. Et il n'y a pas besoin d'en arriver à des luttes très violentes, mais par le biais des objectifs de développement durable, on peut arriver à travailler sur les questions de droits économiques, sociaux et culturels des personnes d'ascendance africaine où qu'elles se trouvent, de façon à ce qu'elles deviennent moins pauvres, qu'elles aient accès aux services sociaux de base et à des emplois décents. Vous dites que l'histoire des afro-descendants, dont nous faisons partie, commence en Afrique.
et non pas dans leurs régions respectives? Bien sûr. Nous avons tous été déportés d'Afrique. Oui. Il y a eu ensuite une vie sur les nouveaux territoires, des résistances, des nouvelles cultures qui se sont développées, des cultures de résistance qui font que nous sommes là aujourd'hui, mais et des mélanges. Intrinsèquement, bien sûr. Ouais. Cependant, le fait que nous ayons été déportés d'Afrique fait de nous des personnes d'ascendance africaine, même si d'autres origines viennent s'y mêler. Et de toute façon, le nid de l'Afrique, le nid de l'humanité est en Afrique. Mais au-delà de ça, nous qui en avons été déportés, il est important d'avoir ce lien avec l'Afrique pour mieux comprendre qui nous sommes, pour mieux comprendre où nous allons. C'est le Sankofa qui dit... C'est pas difficile à accepter pour un Guadeloupéen de se dire qu'il est non pas de Guadeloupe mais d'Afrique d'abord, ou un New-Yorkais, un Noir-américain donc des États-Unis, de ne pas être américain mais d'être... Écoutez, les Africains-américains ont fait le choix il y a très longtemps d'avoir un tiret afro-américain, africain-américain. Donc je pense que c'est évident. Une étude au Venezuela a montré que 54% des Vénézuéliens, étude de 2017, se considèrent d'ascendance africaine. Au Brésil, c'est la même chose. Ça ne veut pas dire que les gens se reconnaissent comme africains, mais se reconnaissent comme ayant des ascendants africains. De plus en plus, les gens cherchent à comprendre ce qui leur arrive par la recherche de leur identité première, de la terre première. Selon vous, donc, il faut s'accaparer cette identité, cette authenticité. Moi, je pense qu'en s'accaparant cette identité, on remonte l'histoire telle qu'elle est arrivée. Et si on ne remonte pas l'histoire telle qu'elle est arrivée, il est difficile de savoir qui nous sommes. Je peux prendre mon exemple. Je suis une Antillaise née en France, grandie en France. Et au départ, j'ai vraiment essayé de trouver une identité en m'identifiant. J'ai beaucoup travaillé, j'ai étudié les questions des Africains américains, j'ai étudié l'histoire des Africains américains. Je suis même retournée aux Antilles. Mais finalement, c'est en allant à la source que vous vous êtes senti... qu'on se trouve. En tant qu'ancienne onusienne, vous avez... beaucoup fait en Afrique pendant de nombreuses années, les dernières passées au Gabon principalement pour y avoir travaillé. Comment est-ce que vous avez vu évoluer, changer, se former, se grandir, je ne sais pas quel terme employer, cette Afrique que vous avez vue avec et un regard extérieur et un regard complètement impliqué? Ce qui se passe en Afrique et qui me semble très intéressant, c'est que les gens veulent terminer la décolonisation qui ne s'était jamais finie. Et je crois qu'aujourd'hui... Et qui est toujours en place. Oui, les gens veulent aller vers une réelle indépendance, une indépendance économique, veulent que le pillage des ressources par les sociétés internationales s'arrête. Maintenant, il y a des gens relativement bien formés, ou très bien formés même, et qui sont capables de prendre en main les choses. Il faut sans doute qu'on arrête de suivre des modèles occidentaux pour les questions politiques, parce qu'on a vu que dans beaucoup de cas, les élections, la plupart du temps truquées de l'extérieur, ne vont pas permettre de gérer les problèmes de l'Afrique. D'accord. Vous y croyez à l'élection de George Weah au pays, au Libéria? Mais qui suis-je pour y croire ou pas? On va lui donner une chance et on va voir ce qu'il est capable de faire. Vous êtes, parce que vous avez de l'expérience dans ce domaine et que vous avez vu des choses... Donc, bon, pourquoi pas. On recevra, en tout cas, Ellen Johnson Sirleaf, qui venait des Nations Unies, a très bien travaillé. George Weah a des ambitions et on espère qu'il pourra les réaliser. Vous êtes invité d'honneur du mois de l'Afrique, du 2 février au 3 mars, et donc demain, un mois de l'Afrique, un énième mois de l'Afrique qui se déroule en Guadeloupe. Vous y êtes invité et je suppose ravi d'y participer.
Ravi. Vous allez animer un certain nombre de conférences, j'imagine également. Vous n'êtes pas la seule, il y a quelques personnalités également qui s'y rendent, et qui s'y rendent, c'est vrai, chaque année. Merci en tout cas à vous d'être venu nous faire partager tout ce que vous continuez de faire, malgré votre jeune retraite. Merci beaucoup Marie-Evelyne Petrus-Barry d'avoir été notre invitée aujourd'hui. Merci de m'avoir reçu, et je voudrais dire qu'il y aura une conférence à Morne-à-l'Eau sur la décennie des personnes d'ascendance africaine le 15 février à 19h.